le faux bruit, ce rumeur, plus psychose. C'est simple. J'aide les gens comme ça. Est-ce que n'est-il pas tombé dans ça? Lorsqu'un message, lorsqu'un message publié révèle le caractère d'une rumeur qui provoque des psychoses dans la masse populaire, par exemple, et Bokeba. Déjà, fou, côté déjà na barme. Tu vois ça, hein? Bokeba. Le président est empoisonné. Mais l'affaire Jackie a provoqué aussi une psychose et même une déception, un désappointement total au sein de l'opinion en faisant passer les locaux de l'ANER pour de mourir là où et la réaction de masse. On sodomise les opposants et politiques. La réaction de la masse a pris quoi comme précaution? Quand on vous dit déjà que ennemi assis à côté, les gens commencent à acheter des biscuits, des pains, il y a d'autres qui commencent à déménager. C'est ça la réaction de la psychose. Il ne faut pas... Donc, ce qui s'est passé chez Jackie Ndala, c'est quoi? C'est la femme qui donne le message. Jusqu'à terminer à dire qu'on ne me fera rien. Jackie Ndala parle comme une victime de l'acte sexuel. Ok? C'est que Jackie Ndala se présente comme victime de violences sexuelles. Parce qu'on parle de viol. Vous parlez de français, mais en droit pénal, on parle de viol. L'effet d'introduire un objet dans l'orifice d'un être humain. Même mi-balle na mi-balle. Viol. Et à ce qui concerne la procédure pénale en matière de l'infraction de violences sexuelles, la déclaration de la victime fait partie des preuves par excellence. Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5, 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politicon. On est content de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et à nous regarder. Nous avons un bon espoir que vous aurez à passer un excellent moment de télé comme on a l'habitude de le dire souvent ici.
Bienvenue, vous nous regardez un peu partout sur le continent, à travers les 26 provinces. Ici, c'est Politicon émettant depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On décortique l'actu et on analyse froidement tous les sujets d'actu des 24 dernières heures. Mais d'abord, place à l'actualité. L'actualité, c'est l'arrestation depuis quelques heures de l'ancien président de la CENI, le pasteur Ngoï Mulunda, qui a été arrêté au niveau de la Zambie pour des raisons qui ne sont pas pour l'heure élucidées. Par ça, dans l'actualité, on annonce depuis ce matin la condamnation de l'ancien coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, Jackie Ndala, qui a été condamné à 2 ans de prison ferme, une sentence qui tombe après celle qui condamna Denise Dissochoa pour 3 ans. L'un était condamné par le tribunal de paix de Kinko, l'autre par le tribunal de paix de Ngaliema. On va essayer de comprendre cela avec un spécialiste, un technicien du droit que nous avons fait venir pour vous. On parlera aussi, on évoquera bien entendu le processus de paix de Luanda après l'échec. On fait quoi? Les négociations qui semblent patiner, mais après le rendez-vous annulé ou avorté du dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères angolais est arrivé depuis mercredi ici à Kinshasa en vue de relancer peut-être les discussions afin de parvenir à la signature d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa. On en parle dans un instant, ne nous quittez pas. Merci de votre fidélité, merci de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus, car ici on aime les détails et on aime la profondeur des analyses de nos invités. Pour en parler sur ce plateau, il est l'un des invités sur lesquels on met rarement la main, mais aujourd'hui il a jugé défendable de répondre à notre invitation. Le professeur Carlos Mupili, merci d'être venu, activiste, membre de la société civile. C'est un honneur. Bonjour, je salue tous les cyber-téléspectateurs. Voilà, merci. Vous êtes coordonnateur national? Oui, je suis président national de la dynamique chrétienne pour la défense des droits de l'homme et de l'environnement, mais aussi président du Conseil suprême de la société civile. RDC, oui. Aujourd'hui, en tant que, au regard de votre qualité, comment se porte la question des droits de l'homme en République démocratique du Congo? J'ai annoncé à l'entrée de l'émission des arrestations ça et là de leaders d'opinion, des leaders politiques, Jackie Ndala et le pasteur Ngoï Mulunda, arrêtés depuis la Zambie. Ah, ok. Il faut d'abord dire que parfois j'étais un peu absent du fait que j'étais en dehors du pays, toujours étant que point focal Kinshasa de la coalition nationale pour la CPI. J'étais allé participer à l'Assemblée des États partis de la Cour pénale internationale à La Haye, où j'étais dans la salle. J'ai même rencontré les autorités congolaises. J'étais dans la salle même lors du discours de professeur Taylor Lubanga qui avait représenté la RDC. J'étais aussi dans la salle à côté de la présidente de la Cour pénale internationale lorsque le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Chulumbaï, faisait sa communication que j'avais appréciée. Et après, je suis rentré quand même à Bruxelles, où j'ai pu saluer la sœur Françoise Mpenzi à Overise et Dr Henri Bouanamouzouri Anderlet à Bruxelles. J'ai fait un petit tour à Paris où j'ai salué Deka Bongo, un garçon de Bandal bien implanté aujourd'hui à Paris. J'ai fait un tour à l'université de Namur. J'ai salué Daïvé de Namur. Donc voilà un peu. Je suis rentré à l'université Nouvelle-Anève pour des recherches et tout ça. Et aussi dans les échanges scientifiques. Et voilà, je suis rentré au pays. Voilà.
c'est que j'ai fait plus de 2 semaines en dehors du pays, environ 3 semaines. Et c'est pourquoi j'étais un peu rare à travers les médias. Mais aussi les charges étant que professeur, surtout que nous sommes là maintenant dans des examens, des récupérations, tout ça. Aussi, je dois terminer aussi mes 2 publications. Voilà. Maintenant, la question des droits de l'homme. Il faut d'abord affirmer que le Congo, c'est un État des droits de l'homme via sa constitution. Alors, les arrestations violent les droits de l'homme lorsqu'elles sont arbitraires. C'est-à-dire, les arrestations ne respectent pas la procédure pénale ou il peut y avoir une infraction, mais le procès n'a pas eu à observer les droits de la défense, les droits à un procès équitable. Concernant, vous avez parlé de l'arrestation du révérend président. On évoquera tout cela. D'abord, la question, c'est une lecture que vous faites de cette question sur le plan de façon globale, de façon holistique. Ah, ok. Mais il faut retenir que le mandat présidentiel du président Félix Tshisekedi a 2 phases. Il y a la phase 2019 jusqu'en 2021. 2019 jusqu'à début 2021. C'est une période où on peut dire de l'épopée des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais c'est à partir de 2021 jusqu'à nos jours où on commence la descente en enfer avec le droit de l'homme. Ce qui fait que les statistiques les prouvent que nous sommes en train de quitter un état des droits de l'homme vers un état voyou. Est-ce qu'on peut être considéré comme un pays, comme une zone rouge en termes de droits de l'homme? En termes de droits de l'homme, nous avons des termes. Soit on est un état des droits de l'homme, soit on est un état voyou. Ce sont les termes spécifiques pour parler de ça. C'est-à-dire des états, un état qui ratifie les instruments juridiques internationaux en matière des droits de l'homme et qui ne les met pas en application. C'est un état qu'on appelle les voyous. Et vous avez été dans plusieurs pays. Quel est le regard que les autres ont sur nous en termes de droits de l'homme? Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs accusations, plusieurs ONG. Il y a plusieurs radars qui sont braqués sur la RDC. Et vous le savez aussi que la RDC n'est pas un pays comme d'autres pays au monde. C'est un pays qui a été construit sur l'histoire des droits de l'homme. Depuis Léopold II. Et c'est le prétexte des droits de l'homme que tous les dirigeants ont été toujours chassés. Même si les autres avaient vraiment des motivations économiques, ils ont toujours présenté le prétexte des droits de l'homme. Je parle depuis roi Léopold II jusqu'à l'indépendance, Mobutu et les autres. Alors, je crois que l'image du pays est un peu salie. Est un peu salie et parfois salie délibérément. Salut, pourquoi? Est-ce que les États puissants, les États puissants au monde n'utilisent pas cette question du droit de l'homme comme un outil de pression sur le gouvernant pour le mettre peut-être dormir, le pousser ou le mettre mal à l'aise lorsqu'on a besoin peut-être d'un changement de régime?
au sommet du pays, on utilise cette raison. Évidemment. Évidemment, c'est ça. C'est ça les pour prétextes. parvenir à leur fin. C'est ça les prétextes. Je connais même un de mes professeurs en France qui disait que les droits de l'homme, c'est une religion des impérialistes pour justifier leur hégémonie. Voilà. Mais de tout ça, il faut seulement dire que il faut toujours être attentif, être prudent. Parce que, comme nous connaissons que ces États-là, ce que les gens ignorent ici, c'est que quand vous êtes en France, vous pouvez discuter même avec les intellectuels français. Ils pensent que la France est développée grâce à la gouvernance éclairée de leurs dirigeants. C'est la même chose en Belgique, c'est la même chose en Hollande, c'est la même chose en Italie, c'est la même chose aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi ils croient que les immigrés africains sont le résultat de la mauvaise gouvernance de leurs dirigeants. Donc, pour un Américain, un Belge, un Français, Hollandais, tout consort, croire que la France est aussi ce qui est comme France, au-delà de la bonne gouvernance, il y a aussi l'exploitation des richesses africaines, ce qui n'est pas vice-versa. Et c'était ça que j'ai démontré même quand j'étais à Genève, lors du Forum social des droits de l'homme. Donc, j'ai démontré que nous devons faire attention. Si la France aujourd'hui a un problème de déficit budgétaire pour répondre au social de sa population, la France est prête de déclencher une guerre dans les Sahara et pour piller les ressources des pays pauvres. Mais aujourd'hui, si le président Fachi a besoin de l'argent, il va aller s'endetter auprès des institutions de Bretton Woods avec des taux d'intérêt très élevés. Donc, parce que c'était la thématique du jour, c'était les taux d'intérêt, les dettes extérieures, leur impact sur les droits de l'homme, sur les droits socio-économiques. Donc, ça, c'est juste. Ce qui fait que le gouvernement français, qui se considère comme un père escroc criminel, tu vois, je fais cette anecdote, tu vois, tous nos ministres qui détournent l'argent, est-ce qu'ils disent la vérité à leurs enfants que c'est l'argent sale? Ils ne disent pas ça. Donc, toutes ces autorités qui investissent des maisons, qui construisent, qui achètent des maisons pour leurs enfants, qui font bien étudier leurs enfants en Europe et qui achètent des appartements pour leurs enfants, ils n'ont pas le courage de dire, même parfois à leurs épouses et à leurs enfants, que Nazalaka Moïbi. Et que Mbongo Yozambongo Moïbi. Il leur dit seulement que non, moi je suis ministre, je suis excellence, je gagne cet argent parce que j'ai étudié et que je suis promis excellence. Et c'est la même chose avec les États occidentaux. Ils ne veulent pas dire à leurs citoyens qu'ils pillent l'argent. L'argent qui a développé la Belgique, la France et l'argent... Donc ils continuent. Ils ne veulent pas dire à leurs citoyens que ce sont des pillards, que ce sont des bandits internationaux, et c'est sur ça qu'ils font de leur gouvernance. Est-ce que cette question n'est pas aussi complexe parce que aujourd'hui nous n'avons plus les mêmes valeurs, il y a la fuite du temps. Aujourd'hui par exemple, sous d'autres cieux, on s'engage à protéger les LGBT. Mais dans nos sociétés africaines, ce n'est pas le cas. Mais le droit de l'homme mettra la pression sur le respect de la vie humaine, comme quoi elle est sacrée. Est-ce qu'à partir de l'instant où on constate qu'on n'a pas les mêmes valeurs cardinales, on n'a pas les mêmes valeurs communes, est-ce qu'il faut continuer à rectifier ces traités ou prendre une autre trajectoire? Ah, ok. Vous m'avez interrompu là. Je termine pour allez-y. Alors, je disais que ils ne veulent pas informer ou démontrer à leurs citoyens qu'ils pillent les pays africains. Et par conséquent, pour justifier une guerre, par exemple en Libye, en RDC, au Mali ou quelque chose, ou les assassinats des présidents,
ils utilisent leurs médias, ils utilisent leurs enseignants pour leur préparer que non, dans tel pays, nous ne voulons pas de Joseph Kabila, nous ne voulons pas de Laurent Désiré Kabila, nous ne voulons pas de qui? De président Félix, tout simplement parce qu'il viole les droits de l'homme, tout simplement parce qu'il ne respecte pas la démocratie. C'est-à-dire, ils vont présenter des raisons humanitaires, ok? Les raisons civilisées, rationnelles, pour cacher. Pour salir l'image des pays africains. D'abord pour salir, mais aussi pour se justifier face à leur société civile. Parce que leur société civile n'admettront jamais que leurs États puissent aller commettre des crimes humanitaires. C'est la même chose avec la guerre du Vietnam. Ça suffisait 2 photos pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Parce que quand les photos ont circulé dans les journaux, c'est là où la société civile américaine a compris que c'est ce que notre État est en train de faire au Vietnam. Et voilà, le gouvernement a subi la pression populaire. Donc, il faut que ces gouvernements puissent avoir l'appui de leur société civile, parce que c'est la société de leur population, parce que toute guerre, avant de les faire, souvent, ou tout appui, regardez par exemple la situation de l'Ukraine. Les congrès américains donnent le quitus au gouvernement pour donner des armes à l'Ukraine. Et ça doit être justifié. Il faut justifier que Poutine, c'est un monstre. Hein? Donc, c'est comme ça. Et Poutine aussi, pour envahir l'Ukraine, il justifie que nous sommes sous menace de l'OTAN. Donc, ça doit être ça. Et maintenant, par rapport à la question des homosexuels et tout ça, bon, c'est une question qui devient un peu très compliquée. Mais il faut retenir que les droits à décorant, parce que moi j'ai la chance d'être cyberjuriste, juriste privatiste, publiciste et scientifique du droit. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas ce que le positivisme juridique a démontré, que les droits est logé dans le texte, les droits positifs. Non. C'est-à-dire les droits est au-delà de ça. Ce qui fait que, avec les droits positifs, souvent ça entre en contradiction avec les droits naturels. Parce qu'au-delà des droits positifs, il y a d'abord le droit naturel. Or, pour les positivistes, ils croient que les droits, c'est ce qui est logé dans le texte. C'est-à-dire le droit écrit et en vigueur. Or, les droits écrits, c'est les produits des humains. Qui ne peut pas considérer des individus. Qui est faillible et perfectible. Évidemment. Alors, si maintenant les groupes des homosexuels, ils contrôlent tout, ils financent les équipes de campagne de différents candidats, ils obtiennent des textes à leur faveur, promouvoir les droits de ces homosexuels. C'est comme ici avec les réseaux libanais, indo-pakistanais, chinois, ok? Ils financent des élections, des députés, tout. Ça devient de plus en plus puissant chez nous. Ils sont devenus puissants. Mais parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de mourir avec les droits des personnes, l'identité sexuelle. On parle maintenant de l'identité sexuelle. En France, en Belgique, on n'est plus une femme ou un garçon, mais on choisit son sexe lorsqu'on atteint un âge. Vous trouverez même, quand j'étais à la CPI, quand vous entrez dans les toilettes, il y a toilettes, on dit mâle, femelle et mixte. Et moi, j'ai choisi toujours les mixtes. Parce que je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe là chez les mixtes. Okay. Donc, vous voyez maintenant, chez nous, dans notre état civil, il y a que, à ce qui concerne les gens, soit on est féminin, soit on les appelle les transgenres. On peut aussi changer aussi son identité sexuelle après un âge aujourd'hui. Donc, tu vois, ça, ce sont des déviations. Et je crois qu'avec les... Mais ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir de Donald Trump, pour notre avenir. Mais, enfin, là où ces gens ne me convainquent jamais, et là où je les mets toujours au mur, dans des grands forums, c'est lorsque j'évoque la définition des droits de l'homme. Il y a droits de l'homme lorsqu'il y a les règles qui concourent à la promotion et à la protection de la dignité humaine. Droit de l'homme égale dignité humaine. Est-ce que chez nous, Africains,
Un homme qui couche avec un homme, est-ce qu'il devient digne devant le juge? Non. Donc, il ne faut pas protéger. C'est en contradiction avec nos valeurs. Voilà. Et est-ce que le droit de l'homme, la question de démocratie, est-ce que c'est la même chose et que les dirigeants, les puissances mondiales peuvent utiliser cet argument pour salir les images des pays africains sur la question des droits de l'homme, sur la question de la démocratie, parce que tous les deux imposent un certain nombre de normes de respect et de conditions à respecter. Mais c'est ça, tout dépend. Parce que les Occidentaux face aux Africains, vous savez, avec l'histoire des droits de l'homme, il y a ceux qui terminent leur master ici à l'INIKI, en droits de l'homme, et qui croient que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte qui s'applique partout. Non. Moi aussi, j'avais ça, c'est comment enseigner ici au Congo. Mais quand je suis allé aux Émirats arabes unis, ce n'est pas ça. Vous êtes aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Koweït, ce n'est pas ce qu'on enseigne ici. C'est d'ailleurs, ils ont des constitutions coraniques, des charia. Ils ont leurs textes. Tous les pays là islamiques, ils ont leurs textes. Ils utilisent leur charte des droits de l'homme. Ils n'utilisent pas ça. Et aussi dans les écoles africaines, même ici au Congo, c'est moi qui suis parmi les premiers professeurs des droits de l'homme à enseigner qui est la première déclaration qui a consacré l'égalité des sexes et des races. C'est la charte des Mandés. Soumangara Kanté. C'est ici, 13e siècle. C'est en Afrique. Et que le droit de l'homme prend même son origine en Afrique. Parce qu'en Afrique, on respectait l'homme. Toutes les conventions que nos dirigeants signent, normalement, ça ne nous concernait pas. Regarde. En quelques minutes, on doit passer à autre chose. Vous signez la convention, par exemple, sur la protection de l'enfant. INFA, qui signifie un être qui ne parle pas. C'est-à-dire, dans les droits romains, un père avait le droit de vendre son fils. Mais ce n'était pas dans les droits coutumiers. Dans nos droits coutumiers, l'enfant, depuis sa conception. Parce qu'avec les droits positifs, chez nous, un fœtus, si vous avortez, vous ne tuez pas. Mais dans notre droit coutumier, avorter est égal à l'homicide. C'est-à-dire, chez les Africains, l'homme était déjà dans la grossesse. Sa force du droit naturel. Normalement. Et entre les deux, le droit positif et les droits naturels, qu'est-ce qui devrait être supérieur à l'autre? Vous entrez dans un grand débat de philosophie. En quelques minutes, simplement. Alors, chacun défendra sa religion. Alors, ce qui fait que, comme chez le blanc, l'enfant n'avait pas les droits, il fallait qu'il y ait des conventions pour protéger l'enfant. C'est la même chose avec la convention de la femme. Je vois toutes ces femmes ici, ministres, même des femmes de CAFCO, parler de femmes, parité, émancipation de la femme. Je dis, regarde tous ces perroquets. C'est une honte pour nos femmes. Intellectuelles, même des professeurs d'université, qui ne savent pas lire. Ils ne devraient pas porter la voix ou hausser la voix. Toutes ces femmes qui parlent des droits de la femme sont des analphabètes dans l'école traditionnelle. Pourquoi? Parce que déjà l'Afrique, la parité, les droits de la femme... Et les naturels. Vous parlez des naturels. Le berceau, c'est en Afrique. Parce que déjà, on vous parle de la reine Cléopâtre, chef d'État, qui a fait fuir les grands empereurs Jules César. Là, on est en Égypte. Nous sommes en Éthiopie. Le chef de l'État, la reine de Saba, qui était plus intelligent. Parce que la Bible, on respecte la Bible. La Bible dit, c'est Salomon qui était le roi le plus sage et intelligent. Mais la reine de Saba a fait détourner le roi Salomon. Le roi Salomon a adoré ses idoles. Qui est intelligente et qui est savant? Vous entrez ici chez nous, chez l'aîné Congo. Vous entendez par Kimpavita, non? Vous connaissez les rôles qu'il jouait avec Kimpavita? C'était
considérés comme chefs religieux. C'est-à-dire, dans notre organisation, j'entraînais c'est pas l'histoire d'aujourd'hui qui pas vite. Vous parlez. C'est de l'histoire ancienne. Ça remonte, il faut remonter dans les temps. Vous entrez chez les Nékongo et chez les Karunda. C'est les matriarcats, c'est-à-dire la filiation est matriarcale. L'enfant est identifié à sa mère, pas à son père. Vous voyez la valeur qu'on donne à la femme. Et c'est pourquoi chez nous, on ne peut pas avoir des hommes comme des Macron, président de la République. On ne peut pas avoir des hommes comme des Hollande, président de la République, un président célibataire, divorcé. En Afrique, ça ne peut pas. Parce que à chaque niveau de responsabilité, correspondait aussi à votre vie familiale. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que tout ça, parfois que nous ramassons, nous avons ramassé ça parce que nous avons eu nos aînés qui venaient torse nu, ils entrent au collège, après au petit séminaire, et ils vont à Louvain ou à Sorbonne, ils rentrent des docteurs, mais ça vraiment c'est-à-dire avec des thèses qui étaient considérées comme des certificats d'aptitude d'aliénation intellectuelle. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes une génération pour révolutionner la science. On comprend. Nous sommes des disciples de Tchenkata Diop. Voilà. Merci beaucoup. Mais un pincement au cœur, c'est qu'on ne comprend plus rien. La société est en train de prendre une direction peut-être contraire, j'en sais pas trop. Nous sommes maintenant dans une société où on met plus en valeur la femme que l'homme. On parle de l'émancipation de la femme, on parle des efforts que la femme fournit pour maintenir l'équilibre sociétal, même l'équilibre familial. On parle tout le droit de la femme. Jamais on parle de l'homme. Je ne sais pas si c'est la société dont nous avons hérité ou nous sommes en contradiction avec les valeurs qui doivent être le nôtre. Non, c'est des récitations qu'on nous amène là. Déjà, chez nous, la femme avait les droits. Et la femme faisait tout. Regarde, moi j'ai grandi au village. Ma mère a... En 2 secondes. On doit passer à autre chose. Quand j'étais malade, ma mère cherchait des breuvages. Elle faisait pour moi les médicaments, je buvais. C'est-à-dire, elle était médecin, c'est la médecine. Ma mère pouvait faire les flambeaux pour éclairer la maison. C'est l'électricité. OK? Ma mère pouvait aussi chercher des pailles pour mettre au-dessus des toitures. C'est charpentier. OK? Ma mère pouvait aussi gérer, c'est la diplomatie, non? Les conflits entre mon père et sa famille. C'est la diplomatie. Voilà, merci beaucoup. On va entrer dans le sujet de l'émission. On a pris quelques temps pour parler de cette question qu'on aborde de moins en moins sur le plateau des télés. Nous devons encore nous imprégner davantage de cette question. On doit en parler parce que c'est ça le défi. La communauté LGBT est en train de gagner du terrain et on n'en parle pas. Nous devons en parler, hausser la voix et trouver peut-être droit au mariage homosexuel, voilà, et non au mariage polygamique. Voilà, c'est contraire à nos aspirations. C'est ineffable. Voilà. Les mêmes occidentaux qui nous disent le mariage polygamique c'est un péché et ils nous disent maintenant le mariage homosexuel c'est normal. Allez, merci beaucoup. On parle de l'actualité. Ngoyi Mulunda aux arrêts, depuis, selon plusieurs sources concordantes. Et pour l'instant, les raisons pour lesquelles il est arrêté ne sont encore élucidées. Sous quel regard vous voyez l'arrestation de Ngoyi Mulunda? Est-ce que c'est dans la suite des événements qu'on a annoncé il y a quelques jours, qu'il y a un groupe de Katangais qui voudrait passer à la vitesse supérieure, qui était dans des actes subversifs où on veut faire taire les leaders Katangais ou la voix qui s'élève pour dire non à un projet suicidaire? Il y a un problème là. Pour aller faire taire les leaders katangais. Vous voyez ce terme-là, les leaders du Kivu, les leaders katangais. Le mot leader en management, un lead, un conducteur. C'est-à-dire c'est lui qui a la capacité de prendre les gens des points A pour les amener au point B. C'est lui leader. Ce n'est pas celui qui est Fachi nomme ministre et qu'il envoie l'argent
pour que les gens l'attendent à l'aéroport, on dit qu'il devient leader. Est-ce que ne le font-ils pas? Ils ne sont pas dans ces schémas-là du leadership. Aujourd'hui, parce que j'entends maintenant où il y a des leaders. Quand quelqu'un est ministre, il devient déjà leader de Kivu. Il a déjà aidé qui? Quand on est à même d'influencer une certaine opinion, n'est-ce pas là on commence déjà à avoir un certain leadership. Leader d'opinion. Mais vous alors, vous êtes leader d'opinion. Quelle opinion ai-je? Vous avez des leaders d'opinion. Alors là, c'est ça. Je voulais seulement faire quoi? C'est-à-dire critiquer cette conception des leaders. Parce que j'entends ça beaucoup. Et aujourd'hui, et c'est ça qui fait escroquer aussi beaucoup. Et pour vous qui êtes leader, est-ce que le Katanga n'a-t-il pas de leader? Attendez, cette conception a fait escroquer le régime de Kabila et ça continue à faire escroquer le régime de Fachi. Bemba, leader de l'Équateur, Bemba est là. Et il faut le mettre au gouvernement. Kamere, leader du Kivu, il faut l'être là. Et on prend encore qui? On dit Katanga là. Sama Lukonde, leader de Katanga. On les met là. Fifi Masuka, leader de... C'est quoi ça? Et on croit que si on donne satisfaction à ces leaders-là, c'est que la cause est acquise. Non. Libéralisez laissez la scène libre. Et vous allez sentir que si vraiment la voix de ces gens-là peut vous donner les suffrages, si les gens continuent à souffrir. Vous voyez, cette tendance-là, c'est ce qui fait qu'au lieu d'aider le peuple, on se limite à aider ce qu'on appelle les leaders. Là. Dans le contexte congolais, un leader doit être capable de faire quoi, par exemple? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de leader, c'est-à-dire c'est celui, par sa vision, il s'est transformé. C'est-à-dire, je dis, il transforme les gens. Prenons l'exemple. Ça, c'est une définition classique, mais dans le contexte qui est le nôtre. Non, un leader devrait être... devrait s'inspirer de quoi? S'il y a un leader, par exemple au Katanga, ou bien à Bandundu, Mbosso, leader de Bandundu. S'il y a un leader, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas? Prenons Bemba, leader de l'Équateur. Quand on est leader, c'est-à-dire on sait que les Équatoriens, ils sont à tel niveau. C'est ça le niveau A. Et que fait Bemba par sa vision pour amener les Équatoriens à quitter de ces points vers l'amélioration, c'est-à-dire point B. Il faut qu'il puisse avoir, lui, en étant auprès du président de la République, il se démène pour qu'il y ait par exemple des infrastructures routières. OK? Pour que l'agriculture, les activités agro-pastorales reviennent à l'Équateur. Comme ça, les Équatoriens vont changer de vie en quittant des vies A vers la vie B. Ils détectent les jeunes talentueux. Pas les flatteurs, pas les porteurs de mallettes. Ils regardent à l'Équateur qui sont les jeunes qui sont intelligents. Voilà ça, moi je vous accompagne par les conseils et même je vous cherche des bourses pour que vous puissiez continuer. OK? C'est-à-dire un leader, c'est celui qui est capable de créer d'abord des leaders juniors. OK? Pas être celui que vous appelez leader là. Quand vous cherchez ces suppléants, il cherche des vendeurs de cigarettes pour qu'ils soient là, il évite encombrage et puis le terme que les gens utilisent ici, FCC, ombrage, encombrage. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire, si je vais pistonner quelqu'un... Je n'ai pas besoin d'un leader, de quelqu'un qui s'affirme de plus en plus. Voilà. De me faire ombrage. Ombrage, et quand il me fait l'ombrage, il me fait encombrage. Bon, ça, c'est ça. Donc, revenons à ça. Hein? Je voulais seulement... Donc, vous ne partagez pas ces concepts leaders? Non. Alors, s'ils ne sont pas leaders, comme vous le dites, qui sont-ils alors? S'ils ne sont pas leaders, qui sont-ils? Les autorités ressortissants ou bien les riches ressortissants. Notables, là encore, ça passerait? Non. Voilà. Est-ce que comprenez-vous cette... Non, attends. C'est-à-dire, on est leader lorsqu'on devient ministre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça.
Mais au regard du rôle... Et comment on peut être notable dans un milieu où vous n'avez pas de maison? Au regard du rôle que, par exemple, Ngoï Mulunda a joué par le passé, il a été président de la CENI, il a été président du mouvement PAREC, Paix et Réconciliation. Il a réinséré, il a aidé plusieurs jeunes à quitter les groupes armés et à retrouver la vie d'antan. Est-ce que ces gens-là méritent un tel traitement? Ah, ok. Là, maintenant, quand vous parlez de Ngoï Mulunda, parce que je ne contestais pas le leadership de Ngoï Mulunda. Ok? Je connais Ngoï Mulunda, un homme qui avait une renommée internationale avant qu'il soit président de la CENI. Pasteur de son État. Oui. Nouvelle méthode. Église méthodiste. Église méthodiste. Ngoï Mulunda, s'il n'était pas président de la CENI, à l'heure où nous parlons, toute la presse internationale allait être mobilisée pour sa cause. C'est un monsieur que j'ai connu de loin en 2000-2001 comme un grand. C'était vraiment un ami même du président Obama. À l'époque, Obama sénateur. Quel souvenir gardez-vous de lui? Bon, vous savez, lui à l'époque, il était du PPRD, non? Ce sont des gens que nous, on voyait très loin à l'époque. Moi, je suis compagnon d'élite. Nous, on était très loin là. Nous, on les voyait très loin. Alors, je garde un bon souvenir du fait que il est le président de la CENI qui a organisé les élections. Pendant 8 mois, il a fait l'enrôlement général et il a organisé l'élection présidentielle et législative nationale avec 500 millions de dollars. Il a fait l'impossible. Oui. Mais le Congo aussi, à l'époque, n'avait pas le même nombre d'habitants. Parce que l'actuel président, Denis Kadima, lui, avec 550 millions, il a organisé l'enrôlement. Seulement l'enrôlement. On n'a pas les mêmes défis. Avec des fausses cartes. On n'a pas les avec mêmes des défis. cartes qui s'effacent. Ce n'est plus le même défi, les mêmes anicroches, les mêmes réalités, et le même nombre d'enrôlés. Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui diffère? Rien du tout. Ngoï Mulunda a fait l'enrôlement avec 32 millions d'enrôlés. Et l'enrôlement avec 32 millions. Je vous dis 500 millions. Enrôlement, élection, et le cadre et les agents de la CENI étaient bien payés. Vous arrivez à la CENI, vous sentez l'odeur de l'argent. Ce n'est pas comme la CENI de Denis Kadima. Alors, qu'est-ce que justifierait qu'il soit aujourd'hui inquiété? Qu'est-ce que justifierait qu'il soit aujourd'hui inquiété? Bon, vous savez, moi, je viens d'arriver hier. Ce que, selon les informations que nous lisons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on suppose qu'on l'aurait arrêté. C'est d'ailleurs le service des renseignements zambiens qui l'a arrêté et qui l'a confié à notre service. C'est-à-dire, je crois, à la DEMIAP. Mais il a, à titre de ce jour, en tant que réfugié politique légalement obtenu en Zambie. Est-ce que, selon les normes, est-ce qu'on peut accepter pareille arrestation, surtout après quand on sait qu'il venait de purger sa peine et libéré de la prison de Kassapa? Non, là, il faut parler droit. Lorsqu'on parle de droit international, il faut voir plusieurs. Parce que là, nous évoquons plusieurs droits. Il y a parler du droit international de réfugiés, ok? C'est que lorsque quelqu'un quitte son pays sous menace sécuritaire ou autre et qu'il est dans d'autres pays, ce pays-là lui donne l'asile, ce pays-là est redevable pour le sécuriser. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Il était régulièrement en Zambie. Il était en Zambie. Et il a eu le statut de réfugié politique. Mais attention, nous avons la charte africaine. OK? La charte africaine, à son article 3, consacre la non-ingérence, non-immixtion, l'indépendance et la souveraineté des États. Aucun État ne peut pas servir de base arrière à un État voisin. OK? Et autre chose, c'est que lorsque vous bénéficiez des statuts de réfugiés, vous n'avez pas le droit de porter les armes ou de préparer
une invention ou une rébellion contre son pays. Serait-il soupçonné d'être dans un tel coup fourré contre son pays d'origine? Je n'ai jamais été en Zambie. Mais regarde comment ça s'est fait. OK? Je n'ai jamais été en Zambie. Je ne connais pas. Je suis défenseur des droits de l'homme. Je sais que je dois attendre des informations pour documenter ces cas. Parce que je crois après 2 ou 3 jours, peut-être on en saura un peu plus. On en saura plus. Ce qui me préoccupe étant que défenseur des droits de l'homme est que, quelles que soient les raisons, il doit toujours être traité avec dignité. C'est qu'on va lui éviter, par exemple, les actes de torture et il doit toujours bénéficier de ce qu'on appelle les droits à la présomption d'innocence. Mais laisse-moi vous présenter comment les choses peuvent se faire lorsqu'on prépare une rébellion, OK, contre son pays à partir d'un État voisin. C'est que lorsque, par exemple, la Zambie veut servir de base arrière, à côté de la frontière avec la Zambie, les gens cherchent, par exemple, la forêt. C'est comme ce qui s'est passé du côté de Bunagana là-bas. Ils sont allés à la montagne là, dans la forêt. Et les gens créent ce qu'on appelle leur maquis. Et ils s'approvisionnent en armes. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à procéder par des attaques. Et une fois l'armée congolaise, par exemple, les repousse, ils ont la chance de traverser dans les pays voisins et l'armée congolaise va s'arrêter au niveau des frontières. Voilà comment ça s'est fait. Et ça, ce sont aussi des éléments qui constituent ce qu'on appelle l'élément matériel. Est-ce que si on les a arrêtés, ils étaient à quel stade? Au stade de recrutement, ok? Au stade, il y a eu déjà recrutement, il y a déjà cantonnement, et lui, Ngoï Mulunda, il était en train d'acheter des armes, on l'a pris avec des cargaisons de gars. Ça, là, ce sont des il faut déterminer les circonstances. Voilà, ça, ce sont des informations que nous n'avons pas encore en notre possession. Mais lorsqu'il a eu, comme lui, il avait le statut d'exilé politique, c'est différent avec les cas qu'on a connus c'était en 1986, quand dans les maquis de musée Laurent Désiré Kabila. Vous connaissez comment Yumbu Gabriel est mort, le papa de celui qui s'appelle Etienne Kabila. Lui, c'était les services, parce que Mobutu à l'époque, il donnait de l'argent à ses services. Il y avait des frais de recherche. Etienne Kabila n'a jamais été fils de Musée Kabila? Non. Alors, il est parti. Maintenant, les services de Mobutu a acheté, c'est-à-dire donné déjà des moyens aux agents de sécurité de Tanzanie. Et on a arrêté beaucoup de compagnons de Musée, beaucoup de maquisards de Musée en Tanzanie. Et le cas, je vous parle de Yumbu Gabriel, on l'a tué à travers l'avion et je crois qu'on l'a jeté dans le lac Tanganyika. On a pris aussi le patriarche Ismaël Tutemoto. C'était à partir de Tanzanie. On l'a arrêté et on l'a amené ici à 3Z, à l'époque de Mobutu. Donc, mais lui, là, il a quand même la vie sauve. Parce que Mobutu, là, il croyait l'utiliser comme encore ambassadeur. Mais il a fui pour retrouver encore la lutte. Donc, si déjà vous êtes comme des maquisards et que vous êtes recherchés et que les services de renseignement des pays voisins vous attrapent, là on vous arrête et immédiatement.
là, vous n'avez pas le statut d'exilé politique. Et pour le cas de Ngoï Mulunda, vu qu'il bénéficie, qu'il jouit du statut de réfugié politique, est-ce qu'on peut envisager son extradition vers son pays? Mais normalement, ce qui s'est fait, c'est ça. C'est que la Zambie, ok, c'est que nous avons appris. Il n'est pas seul, ils sont chez 3 ou 4 comme ça, qui ont été attrapés et on les a remis entre les mains de nos services de renseignement. Alors, la question c'est, quels sont les éléments constitutifs pour que l'État zambien puisse accepter de coopérer? La coopération, oui, puisse décider de suspendre ou d'abroger ce statut de réfugié. Ok? Parce que je vous ai dit, pour abroger ce statut de réfugié, voici. Soit on est déjà dans les cantonnements, soit on fait le recrutement en hommes, soit on ravitaille les maquisards avec. Et si par exemple on l'a abrogé, il devait être notifié, n'est-ce pas? Vous savez, dans les cas de coopération, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les problèmes d'État, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je connais ces choses, surtout si je fais le raisonnement par analogie avec l'histoire des maquis de Moselle au des Éclatés, que j'ai eu le temps d'apprendre l'histoire. Parce qu'il y a eu beaucoup de compagnons de maquisards qui, à l'époque, c'était encore le maréchal Idi Amin Dada, qui a pris encore certains maquisards à partir de l'Ouganda. Alors que l'Ouganda servait aussi de base arrière pour les maquisards qui étaient sur le mot Rwenzori. Là où Kissa Sungandu viendra après. Mais on les avait confiés au service de renseignement de Mobutu jusqu'à Kisangani et certains ont été éliminés. Vous savez, restons un peu réservés. On attend la suite. Et si on l'extradait, il arrive au Congo, par exemple, et là, il court, par exemple, une peine de mort, parce que c'est ça maintenant la tendance, il faut éliminer tous ceux qui sont dans des actes subversifs. Oui, mais là, il faut qu'ils suivent d'abord le procès, non? Avant qu'ils puissent être condamnés à mort, il faut qu'il y ait un procès. Et un procès doit être équitable. Non? Qui respecte les droits de la défense. Et une fois condamné, vous savez, la peine de mort peut être prononcée par une juridiction, mais son application entraîne encore une longue procédure. Parce que vous pouvez être condamné au premier degré, vous allez en appel, ok? Après en appel, si le juge d'appel confirme la peine de condamnation, la peine de mort, le procureur, le ministère public qui a requis cette peine de mort est obligé d'interjecter la peine, de faire les recours. Soit extraordinaire dans le pouvoir cassation, et aussi écrire au président pour demander la grâce. Bien, merci. Si maintenant le président de la République prend l'ordonnance pour qu'on exécute la peine de mort, c'est là où maintenant les condamnés à mort peuvent être exécutés. Et c'est ce que nous, chez nous, on parlait que non, il y a eu moratoire. Non, le moratoire n'existait pas. J'ai vu la ministre d'État à l'époque qui a parlé de moratoire. Non, il n'y a jamais eu ces documents-là de moratoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu a exécuté la peine. Mais la peine de mort, c'est dans des sociétés médiévales. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des pays sérieux, elle est toujours appliquée? Oui, aux États-Unis, c'est applicable parce que les États-Unis n'ont jamais ratifié ces traités-là sur l'abolition de la peine de mort. C'est que
À l'époque, Mobutu a exécuté la peine de mort, Mouzé a exécuté la peine de mort, mais c'est Joseph Kabila qui n'a pas voulu exécuter la peine de mort. C'est-à-dire, pour qu'on puisse prendre les gens, c'est ça, hein? La peine de mort, c'est exécuté. Si pour les civils, juridiction civile, c'est par pendaison. Si devant les juridictions militaires, c'est par fusillade. Pourquoi lui n'a pas voulu qu'on exécute les gens? Par son expérience étant ancien commandant de forces terrestres. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été condamnés pour, je crois, avoir détourné l'argent ou pour avoir... je crois qu'on parle ils ont démotivé les militaires, hein? C'est-à-dire fuite devant l'ennemi. Mais lui, lorsqu'il est allé au front, il a eu des vraies informations sur le terrain. C'était le contraire. Mais aussi, c'est un peu aberrant de voir que l'on parle aujourd'hui de la peine de mort, le moratoire qui n'a jamais été levé, ça on est d'accord. Mais dans une société comme la nôtre, dans un pays où la justice est malade, il faudra appliquer la peine de mort. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis défenseur de la peine de mort. Mais aujourd'hui, j'ai dit non. Non. Parce qu'il faut d'abord qu'on réforme la justice congolaise. Il faut qu'on donne le pouvoir à l'avocat. Parce que l'avocat, lorsqu'il recouvre son pouvoir vis-à-vis de la justice, il faut qu'on donne le pouvoir à l'inspectorat de la justice, capable de sanctionner le magistrat verré qui ne respecte pas le texte. Merci. C'est là où maintenant on peut revenir à la peine de mort. Donc on comprend que mais aujourd'hui, c'est une affaire de longue haleine, ça risque aujourd'hui encore beaucoup de temps pour parvenir à appliquer la peine de mort. Ce sera difficile, c'est-à-dire on condamnera des gens. Parce que la peine de mort existe dans notre code. Ça fait partie du régime répressif. Mais pour qu'on puisse exécuter, c'est-à-dire appliquer les gens, hein, fusiller les gens ou bien pendre les gens, c'est l'acte du président Fachi. Et je ne pense pas que le président Fachi peut commettre cette grosse erreur. Allez, merci beaucoup. Parce que je crois qu'il est là pour corriger les erreurs du passé. Les erreurs du passé. On le verra bien. Et les erreurs du passé, vous voyez la pendaison là, les martyrs de Pentecôte. Ça revient, non? Il faut plus qu'on revienne sur ça. Allez, merci. On va prendre un autre cas, un autre dossier, toujours dans le lot d'arrestation. C'est Jacques Ndala, condamnation maintenant. Jacques Ndala qui a été condamné à 2 ans de prison dans le dossier l'opposant à Denise Dussochoa qui, elle, a écopé de 3 ans de prison pour faux bruit. Mais Denise était au tribunal de paix de Ngaliema et Jacques Ndala au tribunal de paix de Kinkole. Mais avant ça, il a été arrêté en attendant le prononcé du tribunal de paix de Kinkole. 2 personnes peuvent-elles être poursuivies par des juridictions différentes pour un même dossier? Et si la première a été condamnée à 3 ans dans un même dossier, la deuxième, pourquoi ne s'étire pas d'affaires et aussi condamnée? Est-ce que ce serait aussi pour la même raison? Faux bruit. Jacques Ndala aussi pour faux bruit. Oui, puisque c'est la raison qu'on disait son arrestation avant, c'était propagation de faux bruit. Et Denise aussi pour faux bruit. Il y a un problème. Lequel? Vous qui êtes technicien? Non, des recyclages de... Dites-nous ce que vous en savez. Le recyclage des magistrats et des avocats. À ce qui concerne le droit pénal de la presse. Moi, j'ai étudié au Congo. Il n'y a pas un cours du droit de la presse en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi vous entendez tous ces gens parler de pénalisation des délits de presse. C'est parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on entend par délit de presse. Le faux bruit, quand vous êtes par exemple, moi j'ai eu la chance, parce que mon master D en droit du numérique, c'est sur la cybercriminalité, mais précisément
à la cybercriminalité dans le secteur de la presse. Donc moi, je suis spécialiste en droit de médias en ligne, où j'ai réfléchi comment combattre les cyberdélits de presse par la justice pénale et par la cyberéducation. C'est ça ma thèse de doctorat. Allez, analysez les dossiers. Alors, maintenant. Quand vous êtes dans les droits pénals de la presse au Sénégal, on vous parle qu'il y a 4 infractions traditionnelles de délit de presse. Injure publique, imputation dommageable, offense au chef de l'État et faux bruit. Mais tel qu'au Congo, j'entends les hauts magistrats définir les faux bruits, on confond les faux bruits au mensonge, ou le mensonge n'est pas une infraction pénale. Mais c'est grave. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on puisse passer au recyclage. Maintenant, mon ouvrage est sorti, droit pénal, droit de l'homme à l'épreuve de la cybercriminalité dans le secteur médiatique, qu'ils achètent ça. Mais aussi les problèmes, vous pouvez acheter, lire, c'est difficile de comprendre aussi certaines choses. C'est un peu très technique. Parce que le droit pénal de la presse, ce n'est pas un droit pénal commun, c'est un droit pénal particulier. Quand vous venez avec l'esprit, la compréhension des droits pénals communs, vous n'allez pas comprendre les droits pénals de la presse. Donc dans cette affaire, vous donne un exemple simple. Jacques Ndala ne devrait pas écoper de cette peine, de cette condamnation de 2 ans. Non, je vous donne un exemple. La Constitution est claire. La responsabilité pénale est individuelle. OK? Mais en matière de droit pénal de la presse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On parle de la responsabilité de cascade. C'est-à-dire, lorsque le journal est sorti, OK? On recherche qui? On peut rechercher les journalistes. On cherche les directeurs de la publication. OK? Vous voyez cette émission aussi. Comme nous tournons l'émission avec les journalistes, à ce qui concerne le secteur audiovisuel. Si l'émission n'est pas en direct, OK? Et l'émission passe, le premier responsable pénalement, c'est le directeur des programmes. Alors qu'on parle de la responsabilité, est individuelle. C'est après maintenant qu'il y a le journaliste. Mais si l'émission est en direct, là, le directeur des programmes est dérogé à cause des caractères d'immédiateté. Est-ce que les juristes formés à l'UNIKI ou à l'UPC qui n'ont pas eu la chance permettez-nous de comprendre ça, comme on a la chance de vous avoir, permettez-nous de comprendre ça. Comprenant tout ceci, lorsqu'un journaliste reçoit un invité sur son plateau et que il s'amène dans des invectives, il fait un certain nombre d'allégations gratuites sans fondement. En ce moment-là, le journaliste se met aussi en difficulté. Le journaliste? Ouais. Attention, je parle si l'émission est en direct. Mais si l'émission n'est pas en direct. Dans tous les 2 cas. Non. Dans tous les 2 cas, là. Si l'émission est en direct, la responsabilité incombe à l'invité lui-même. OK? Mais attention, on va voir aussi l'intention du journaliste. Okay. Si vous n'allez pas, vous l'avez aussi aidé à aller, tout. C'est ça aussi. C'est pourquoi on impose toujours qu'il y ait des émissions, il faut qu'il y ait des journalistes chroniqueurs. OK? Parce que quand quelqu'un vient avec des histoires terre à terre, les journalistes, lorsqu'il est élevé, il peut aussi élever le débat. Alors, mais parce que pour ce qui concerne les délits de presse, il n'y a que 2 éléments. L'acte de publication, OK, et l'intention coupable. Mais Barbier est clair, c'est seulement l'acte de publication. Maintenant, le faux bruit intervient quand? Dans mon ouvrage, dans ma doctrine, parce que je suis le premier doctrinaire. Essayez un peu de contextualiser avec le cas Jacques Ndala. Le faux bruit, c'est rumeur, puis c'est psychose. C'est simple. J'aide les gens comme ça. Est-ce que n'est-il pas tombé dans ça? Lorsqu'un message
publié, révèle le caractère d'une rumeur qui provoque des psychoses dans la masse populaire, par exemple, et Bokeba. Déjà, fou, côté déjà na barme. Tu vois ça, hein? Bokeba. Le président est empoisonné. Mais l'affaire Jackie a provoqué aussi une psychose, et même une déception, un désappointement total au sein de l'opinion, en faisant passer les locaux de l'ANER pour de mourir là où et la réaction de masse. On sodomise les opposants et politiques. La réaction de la masse a pris quoi comme précaution? Quand on vous dit déjà qu'il y a ennemi assis à côté, les gens commencent à acheter des biscuits, des pains, il y a d'autres qui commencent à déménager. C'est ça la réaction de la psychose. Il ne faut pas... Donc, ce qui s'est passé chez Jackie Ndala, c'est quoi? C'est la femme qui donne le message. Jusqu'à terminer à dire qu'on ne me fera rien. Jackie Ndala parle comme une victime de l'acte sexuel. Ok? C'est que Jackie Ndala se présente comme victime de violences sexuelles. Parce qu'on parle de viol. Vous parlez de français, mais en droit pénal, on parle de viol. L'effet d'introduire un objet dans l'orifice d'un être humain. Même mi-balle na mi-balle. Viol. Et à ce qui concerne la procédure pénale, en matière de l'infraction de violences sexuelles, la déclaration de la victime fait partie des preuves par excellence. Alors, comment alors condamner Jackie Ndala alors que la personne qui a accepté avoir orchestré tous ces scénarios a changé des versions, comme quoi c'était juste une façon de déranger son moral. C'est-à-dire là, comme l'autre, tous les deux sont passibles de condamnation et poursuivis, et arrêtés, et condamnés pour faux bruit. Est-ce que que dit la loi par rapport à tout ça? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Jackie Ndala parle comme victime de viol. Et vous demandez à la victime de viol de prouver qu'elle a été violée. Pour un acte qui a déjà été connu pendant plusieurs années. Ou bien plusieurs mois. Et pourquoi? Parce qu'il peut y avoir viol parce que j'ai introduit mon doigt dans l'orifice de l'oreille. Ok? Il y a viol. Il a accepté ce que Denise Dussocho a dit alors que c'est faux. Attends. Il y a viol parce que j'ai tiré votre langue. Vous voyez ce que vous appelez embrasser. C'est déjà un viol. Alors je dois prouver quoi? On se rend compte que c'est pas ça la vérité, c'est faux. Vous n'avez pas été victime. Non, j'ai dit ceci. Vous restez avec une fille de 16 ans, de 17 ans. Et vous l'embrassez par force. Vous introduisez votre langue dans sa bouche, dans ses oreilles. La fille arrive à la maison, elle dénonce. Non. Moi, je suis avocat de la fille, défenseur des droits de l'homme. Je dépose ma plainte contre vous pour viol d'une mineure. Je dois prouver ça comment? C'est pourquoi en matière de violence sexuelle, la déclaration d'une victime suffit. Ça ne suffit pas, mais ça fait partie de preuve aujourd'hui. Pensez-vous que le magistrat n'a-t-il pas suffisamment la connaissance sur les droits de la presse ou ils ont agi dans l'intention de nuire à l'un comme à l'autre? Moi, c'est un dossier que je devrais encore voir très bien. Mais je ne comprends pas. Mais seulement j'ai dit, il faut qu'il y ait un recyclage de nos magistrats
à ce qui concerne les droits pénals de la presse. Parce qu'avec l'ère du numérique, où tout le monde commence à donner le message au public sans être un journaliste formé, plusieurs infractions par voie de la presse seront commises. Alors, c'est pourquoi quand on parle même de délits de presse, parce que les délits de presse, c'est une infraction matérielle. Le délit de presse n'est pas personnel. C'est pourquoi on ne peut pas dépénaliser des délits de presse. C'est-à-dire, toute personne qui publie sur son compte Facebook, si ce message est illicite, il commet l'infraction des délits de presse. Alors, quand est-ce que je vous ai dit, quand est-ce qu'il y a faux bruit, je vous ai donné la définition des faux bruits. Déjà. Ça ne suffit pas qu'on parle que ça a créé la psychose, mais quelle a été l'interaction de la masse? Est-ce que la masse a été agitée? La masse a pris des précautions? C'est ça qu'on peut retenir l'infraction des faux bruits. On prend le dernier sujet, ce sera votre dernier mot aussi, le mot de la fin. Accord de paix de Luanda, il y a échec, après échec, on fait comment? Kagame qui ne s'est pas présenté parce que le gouvernement congolais avait refusé en dernière minute de négocier avec le M23 qu'il considère des terroristes. Et pendant ces temps, on fait comment? La menace continue à peser sur nous et non sur le Rwanda, dont la population vit généralement en paix. Non, là, il y a des mélanges que je n'arrive pas à comprendre. On dit n'y pas arriver parce qu'on devrait mettre une incise sur la négociation avec les M23. Ça me dépasse. Parce que les processus de Luanda, c'est sous l'égide de l'Union africaine qu'on confie la mission au médiateur Lorenzo. C'est entre les Congo et les Rwanda. Et pas le Congo ne sont pas concernés. Non. Ils étaient concernés dans le processus de Nairobi. C'est dans le processus de Nairobi où le Congo doit négocier avec les groupes armés. Mais si on a l'impression que les deux processus continuent au même moment. Parce qu'il y a même Uhuru Kenyatta qui était présent le dimanche dernier. Je vous dis, nous sommes dans une confusion totale. Et aussi avec l'arrivée de l'actuel ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui nous a mis dans une confusion et que c'est ici même de Luanda, c'est difficile qu'on puisse trouver la solution. Parce qu'avec le Lutundula, on avait déjà un bon accord qui avait donné des avantages à l'État congolais et qui avait pu responsabiliser les Rwandais. Parce que dans l'accord avec le Lutundula, à l'époque de Lutundula... Est-ce qu'on peut redire ça une affaire d'un ministère ou bien de la personne qui dirige, pilote ces mais évidemment, c'est ça, oui. La mission, la responsabilité du gouvernement, parce qu'après tout, le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère régalien. Mais la diplomatie, c'est un art aussi. C'est aussi ça. Parce que lorsqu'on va là, c'est pour savoir comment négocier, comment faire les choses. Parce qu'avec le Lutundula, vous trouverez déjà dans les cahiers des charges, les Rwandais devraient retirer ses troupes, devraient cesser l'appui au M23. Mais lorsque la dame est arrivée, Wagner, elle est allée signer un document que nous tous nous avions décrit, que les Congo devraient neutraliser les FDLR, mais nulle part le Rwanda devrait retirer ses troupes. N'a-t-elle pas suivi la position du gouvernement? Bon, parce je que crois que c'est pour poser de tels actes, c'est quand même fort. Jusque-là, elle n'a jamais été blâmée. Donc elle a obtenu la bénédiction du gouvernement. Peut-être. Et comprenez-vous ce changement de rhétorique? Tantôt, on dit on ne négocie pas avec les M23 parce qu'il y a un mouvement terroriste. Après, on dit on est d'accord à négocier avec le M23, mais pas directement. On veut négocier avec celui qui parraine, qui soutient, voulais-je dire,
ces mouvements rebelles. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Moi, mon problème, c'est chez Compassion à notre argent, à notre trésor public qui est en train de saigner avec des frais d'émission de tous ces membres de cette délégation. Regarde, pendant que Kagame, lui, l'argent qui devrait sortir pour ses frais d'émission, peut-être qu'il a acheté des armes, non? Mais nous, notre argent, c'est pour aller en Angola, à Luanda. Nous dépensons des millions. Mais ces millions-là pouvaient acheter combien de Kalachnikov? Merci beaucoup. Ça pouvait acheter des vivres pour nos militaires. Ça pouvait donner de l'argent. Ça pouvait payer les Ouazalendo. Donc, je suis en train de trouver que ça devient quelque chose comme un business. Merci beaucoup. Parce qu'on ne cherche pas la paix sur la table pendant qu'il y a la guerre. Et surtout que nous présentons notre situation que nous sommes sous l'agression. Lorsqu'un pays est agressé, la réponse est la légitime défense. Merci beaucoup. Ça doit être pris comme une interpellation à ceux qui sont élevés. Merci. Ne nous quittez pas. Restez-nous fidèles. Bonsoir chez vous.